Bienvenue, je suis aujourd'hui dans un restaurant, vous l'entendez, vous allez l'entendre tout au long de ce podcast. Je reçois Nicolas Guggenbuhl, qui est diététicien, mais bien plus que ça, hein, pas que diététicien. Et puis Cassandre est arrivée, enfin bref, vous allez avoir votre livraison d'informations, de questions bizarres et de choses à entendre. Accrochez-vous. Nicolas Guggenbuhl. C'est un drôle de nom quand même. Hein. Bonjour. Bonjour. Au moins ça s'oublie pas. Au moins ça s'oublie pas, effectivement. C'est plus facile à prononcer qu'à écrire. Oui, ça c'est sûr. Il y a des trucs cachés dans le nom. Ah, en tout cas, il y a, oui, c'est B-U-H-L. Ah, je savais bien qu'il y avait une arnaque derrière. Je disais, tu es diététicien, c'est vraiment ça ton métier? Diététicien, nutritionniste, oui. Quelle est la différence? Alors diététicien, ça correspond à une formation de base dans une des écoles reconnues. C'est 3 années d'études supérieures, c'est agréé par l'État. Et nutritionniste en soi, en Belgique, ne veut strictement rien dire. On peut être diététicien nutritionniste. Moi, j'ai fait un master en nutrition humaine après la diététique. Donc c'est un peu plus scientifique et un peu moins sur le terrain de l'aliment et de l'assiette. Mais c'est un complément intéressant. Il y a des médecins nutritionnistes qui font complément alimentaire. Voilà, qui font un complément alimentaire, oui. On en reparlera peut-être. Mais les nutritionnistes qui sont ni médecins ni diététiciens, j'encourage à s'en méfier. Parce qu'en fait, n'importe qui peut mettre nutritionniste devant sa porte. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est pas comme la protégé. différence entre psychiatre et... C'est malheureusement pas protégé. D'accord. Donc c'est souvent utilisé de manière un peu pas tout à fait honnête. Autant se faire traiter avec des pierres, quoi. C'est le même résultat. Voilà. Alors, on est là aujourd'hui pour parler de viande. Sujet chaud. Oui, sujet compliqué. Du rapport à la viande, à l'alimentaire. Cassandre, tu manges de la viande? Oui. Souvent? Pas souvent. Pas souvent? Non. Ça coûte un peu cher pour l'instant. Effectivement, la viande est un peu chère. Non, mais une fois de Surtout la temps en viande de temps. qualité. Oui, c'est ça. Une fois de temps en temps, un bon morceau. Et... J'avoue que j'en parlais avec Nicolas la semaine dernière, quand on s'est croisés. Et je disais, les gens qui parlent de bien-être animal et qui achètent du poulet à 3,40 € le kilo, je pense qu'il faut fermer sa gueule. C'est-à-dire que c'est où on achète du poulet à 3,40 € et on l'assume, ou on parle de bien-être animal et on l'assume aussi, mais on ne peut pas faire les deux parce que c'est à 3,40 déjà c'est pas possible chez nous. Et en plus ils sont élevés dans des conditions épouvantables. Effectivement, c'est pas cher, mais c'est dégueulasse. Ouais. Voilà. Oui, c'est un peu le problème aujourd'hui, c'est que le consommateur veut beaucoup de choses, mais il n'a pas toujours le comportement qui suit. La cohérence. Voilà, tout le monde veut de la qualité et en même temps on n'a jamais dépensé aussi peu pour se nourrir. Ah oui, carrément. Oui, c'est un petit peu remonté maintenant avec la crise, mais la part du budget consacré à l'alimentation, je pense que c'était aux alentours de 14% du budget, alors que historiquement c'était le premier poste pendant des années et des années. D'accord. Et qu'est-ce que la crise fait? Pourquoi ça remonte? Parce que les produits sont plus chers? Parce que les produits sont plus chers. Pas oui, parce que les gens font plus attention? Non, je pense pas. J'aimerais bien y croire, mais... D'ailleurs, on le voit avec tout ce qui est alimentation de proximité. Les chiffres sont en chute libre pour l'instant. Les gens font pas tellement attention à ce qu'ils bouffent pour l'instant en période de crise. Voilà, les périodes de crise, c'est toujours un petit peu particulier parce qu'on en revient à des besoins plus fondamentaux, même si manger est un besoin fondamental. Mais c'est vrai que quand on a du mal à payer ces différentes notes de loyer, de chauffage, etc., c'est plus difficile de se dire je vais consacrer un petit peu plus d'argent à ma nourriture. Nous sommes à côté de ton bureau, dans un restaurant à viande, restaurant très à la mode, qui s'appelle Colonel. Ça t'inspire quoi l'idée d'avoir un restaurant à viande alors que jusqu'à peu c'était normal d'avoir de la viande dans un restaurant? C'est vrai que ça a un côté un petit peu paradoxal lorsqu'on regarde, on se penche sur l'évolution dans nos sociétés, dans nos pays où il y a globalement une diminution de la consommation de viande au profit de soit plus de végétaux, soit d'alternatives aussi à la viande qui sont parfois d'ailleurs un petit peu bizarres. Mais en même temps, c'est le signe que la viande, elle fait partie de l'histoire de l'alimentation humaine depuis des millénaires et qu'elle ne disparaîtra probablement pas sous l'effet de
quelques convictions relatives à des enjeux réels, hein, que sont les enjeux climatiques, les enjeux de santé. Mais on ne peut pas tout mettre sur le dos de la viande. Et la viande, et en particulier la viande grillée, est quelque chose qui plaît au palais, de manière générale. Et que notre cerveau reptilien, qui est basé sur tout ce qui est instinct, physiologie, ben lui, ça lui plaît bien. Et c'est récent dans l'histoire de l'alimentation que c'est la partie de la connaissance, du savoir, la couche cérébrale supérieure, qu'on appelle le cortex, où siège toute l'éducation, tout ce qu'on a appris, qui entre en porte-à-faux avec ce que le cerveau reptilien dit. Lui, il dit c'est bon, et le cortex dit non, c'est pas bon, tu dois arrêter ça. Et ça cause beaucoup de problèmes, parce que ça explique que les comportements changent et vont parfois vers des extrêmes sous la pression du cortex, donc sous les convictions, sous sa conception du monde. En fait, il y a une espèce de dichotomie cérébrale entre le cerveau reptilien et le cortex. Absolument. Il y en a Absolument. un qui dit j'ai envie et l'autre lui dit ta gueule. Quoi. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on connaît très bien dans le cadre des régimes amaigrissants, qui ne fonctionnent pas pour cette raison, c'est que l'organisme il est fait pour aimer les calories. Chaque fois qu'on ingère des calories, il nous remercie avec un petit shot de dopamine cérébrale qui fait du bien, c'est du réconfort. Et donc, on est une machine à mettre en réserve parce que nos cellules ne savent pas qu'on va manger ce soir, demain matin, demain après. Donc, dès qu'elles ont un peu plus, elles mettent en réserve. Et on a une machine à faire des réserves extrêmement performantes. Par contre, on n'a aucun moyen de laisser évacuer comme une soupape de sécurité les calories en excès. Et donc, c'est le cortex qui dit tu dois manger moins, tu dois. Et en fait, qui lui amène à lutter contre ce qui semble naturel. Et donc, on se restreint volontairement, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la restriction cognitive, hein. C'est la pensée qui dit mange moins, parce que l'organisme n'a pas envie de se mettre sur la touche austérité. On peut manger moins, mais l'organisme se sent menacé s'il n'a pas son quota calorique. Et donc on voit des signaux de la faim. Et donc dans la restriction cognitive, dans les régimes amaigrissants, c'est le cerveau qui prend le dessus, mais ça ne dure qu'un certain temps, parce que le cerveau reptilien, lui, ne se laisse pas faire. Et l'organisme va envoyer de plus en plus de signaux de la faim, ce qui fait que tôt ou tard, après quelques semaines ou quelques mois, il y aura un craquage. Et on remet le compteur à zéro. Et souvent, ça s'accompagne d'un rattrapage où l'organisme va même manger un petit peu plus que ce qu'il mangeait avant. C'est l'histoire de ma mère. Je connais ma mère depuis un paquet d'années maintenant. Et elle était ballerine, donc au régime tout le temps. Et depuis que j'ai conscience de l'existence de ma mère, je pense qu'elle a fait tous les régimes possibles et imaginables. En suivant les modes, Scarsdale, Atkins, des bananes. Atkins, décédé en excès de poids d'ailleurs. C'est vrai ? Oui, le docteur Atkins. Et elle s'est fait traiter avec de l'hypophyse de cheval par un charlatan. Elle a fait le régime dissocié, qui est mort aussi d'ailleurs, lui, machin. Oui, Montignac. Oui, elle a tout bouffé. Elle a bouffé des Chris Prolls, etc. Et résultat des courses, je dis toujours qu'elle a perdu 1 tonne à peu près. Et elle a dû reprendre 1,50 tonne. C'est ça, oui. C'est ce qu'on appelle le yo-yo. Le yo-yo finit généralement avec une augmentation lente. Régime protéiné, etc. Ouais. Et des périodes de mal-être profond, parce que régime. Bien sûr. Quand tu vis dans un restaurant, c'est vachement compliqué le truc. Et donc, effectivement, craquage. C'est la même chose quand on fait ce truc très à la mode, là, la diète, j'oublie toujours le nom, où on reste pendant 15 heures sans manger. Les jeûnes. Oui, les jeûnes alternatifs, c'est ça ? Intermittent. C'est quand on a jeûné, si on mange normalement tout de suite après, on emmagasine tout directement ? Oui, il faut savoir que le jeûne, c'est quelque chose qu'on a pratiqué pendant longtemps autrefois parce qu'on n'avait pas le choix. Donc on est très bien armé pour résister au jeûne. On peut rester des jours sans manger. Par contre, ça n'est pas quelque chose qui est très efficace pour perdre du poids de façon durable. Tout simplement parce que le jeûne, c'est une situation pour l'organisme de manque. Et qu'en situation de manque, l'organisme déploie toute une série de stratagèmes pour récupérer les calories. Donc c'est encore une fois le jeûne tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, il est imposé par le cortex, hein, c'est la volonté qui, parfois c'est même, je trouve ça un peu aberrant, ce sont des stages de jeûne payants, donc où on est dans une société où on doit arriver à, pour ne pas prendre de poids ou pour en perdre, payer pour ne pas manger. C'est quelque chose que j'ai quand même du mal à encaisser, mais soit.
Mais donc oui, après la période de jeûne, l'organisme a faim et on se rattrape. Et donc c'est pour ça que le jeûne, en fait, il fait maigrir au début, mais il n'a aucune valeur éducative, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas à manger convenablement au long cours. C'est on ou off. Et le jeûne, c'est off. On coupe tout. Alors oui, provisoirement. C'est comme le régime soupe, hein, évidemment, que si vous buvez que de la soupe de légumes toute la journée, vous allez perdre du poids. Alors, vous allez perdre du poids, vous allez perdre un peu de gras, un peu de muscle et beaucoup d'eau. Ce qui n'est pas forcément intéressant. Mais aujourd'hui, le jeûne, même le jeûne intermittent, il y a quelques études, disons, intéressantes. Mais aucune aujourd'hui n'est en mesure de montrer que ça a un réel intérêt au long cours, hein, dans des situations expérimentales. Ça, c'est le problème de la recherche. En labo, on peut prouver tout ce qu'on veut. Hein. Tant que vous êtes payé pour manger comme on vous dit de manger, là, ça va. Puis après, quand on vous relâche dans la vraie vie, c'est là que ça devient intéressant. Évidemment. Et en parlant de manger, le bœuf là-dedans, est-ce qu'il est nécessaire à la vie? Alors, le bœuf, en nutrition, ce qui est nécessaire, on a un terme, on appelle ça essentiel. Alors, il n'a pas de caractère essentiel. D'ailleurs, il n'y a aucun aliment en soi essentiel, tout simplement parce qu'aucun aliment n'apporte à lui seul tous les nutriments que l'on doit trouver. C'est pour ça qu'on doit manger des aliments issus de diverses familles, dont les protéines animales font partie. Par contre, la question qui me semble plus intéressante, c'est de savoir est-ce que la viande de bœuf est utile. Et donc nutritionnellement, elle a des avantages. C'est clairement une excellente source de protéines, puisque en fait, pour faire du muscle, il n'y a rien de tel que d'apporter ce dont le muscle est fait. Donc c'est très simple. Donc nous, pour faire de la construction cellulaire, de la masse maigre, eh bien, si on apporte ce dont nous sommes faits, ben, c'est de la viande. La viande bovine s'en rapproche vraiment de très près. Donc c'est des protéines de qualité. C'est une source de fer aussi qui est très bien assimilée, contrairement au fer des végétaux. Je pense en particulier aux épinards. Voilà, avec le mythe de Popeye, qui puisait probablement plus son fer dans le fer de la boîte de conserve que dans les épinards, puisque celui-ci est très mal absorbé. Donc c'est un intérêt. Il faut savoir que le manque de fer aujourd'hui dans nos sociétés économiquement développées, c'est quelque chose c'est probablement la déficience la plus fréquente et qui concerne particulièrement les femmes. On estime qu'il y a à peu près une femme sur 3 qui a des réserves en fer trop basses. Et donc il y a vraiment un décalage parce qu'en général on voit que la consommation de viande est aussi plus faible chez les femmes que chez les hommes. Donc ça veut dire qu'en fait les groupes sociaux qui ont les besoins en fer les plus élevés ont la consommation de viande la plus basse. Ça, c'est dingue. Quelles sont les recommandations par semaine de viande? Alors en Belgique c'est devenu très sévère. Pour la viande c'est 300 grammes par jour. Pardon, par semaine, par jour. Moi, je trouvais ça bien. 300 grammes par semaine, c'est pour la viande hors volaille. Donc ça fait 2 à 3 repas de viande par semaine. Donc ce à quoi on ajoute la volaille, le poisson et de temps en temps une alternative végétale. Mais c'est un des pays avec la réglementation, ou plutôt la recommandation la plus sévère. L'Organisation mondiale de la santé, par exemple, préconise de ne pas dépasser 500 grammes par semaine. Il y a une grosse différence quand même. Qui a quand même oui, ça fait une grosse différence. Ouais. Et voilà, bon, sans entrer dans les détails, les 300 grammes se justifient par des données qui portent sur la relation entre la consommation de viande et la santé, et qu'on voit qu'il y a des inconvénients qui surviennent pour des grandes consommations de viande, et que aujourd'hui, dans l'état actuel des connaissances, on considère qu'il vaut mieux consommer peu de viande. Par contre, aucun organisme, que ce soit en Belgique, en Europe ou dans le monde à ma connaissance, ne préconise la consommation de 0 g de viande. Donc la viande, dans les recommandations, elle est présente, elle est peu présente, mais elle est présente. Et quelle est la viande la plus riche ou celle qui a le plus de nutriments? La viande, si on parle de ce qu'on appelait autrefois viande rouge, encore en gastronomie, mais en nutrition, on ne fait plus cette distinction parce qu'une viande blanche, une viande rouge, au niveau de la composition nutritionnelle, il n'y a pas beaucoup de différence. Après, la viande rouge a un petit peu plus de fer. Et sinon, c'est surtout la teneur en graisse qui fait que plus la viande est grasse, moins elle contient de protéines.
moins elle est grasse, plus elle contient de protéines. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut manger que de la viande maigre, puisque on peut aussi avoir un petit peu de gras dans son alimentation. Cette fameuse vitamine B12. Alors, la vitamine B12, ça c'est aussi un nutriment extrêmement précieux. La vitamine B12, on la trouve dans 2 catégories d'aliments, dans la viande et dans les produits laitiers. Donc forcément, si on supprime ces aliments, on a un problème. C'est le cas dans le végétalisme ou le régime vegan, où là, on est carencé en vitamine B12. Si on ne va pas vers des aliments enrichis, c'est-à-dire dans lesquels on rajoute de la vitamine B12, ou alors chercher un supplément de vitamine B12 en pharmacie. Mais on peut s'interroger effectivement sur les risques à long terme de certaines tendances qui sont de plus en plus conduites avec l'aide de quelques infos sur les réseaux sociaux et sur le net. Et probablement que certaines personnes risquent de passer à côté de l'importance de la B12 qui va avoir des conséquences sur le système nerveux. Ah, carrément. Ah oui, la vitamine B12, elle est essentielle au système nerveux. Donc ça peut poser de sérieux problèmes de santé, si ce n'est que ça ne se manifeste pas rapidement. Ça prend du temps. Et on ne la trouve que dans le bœuf ou on la trouve dans toutes les viandes ? On la trouve dans toutes les viandes et dans les produits laitiers. Alors il y a aussi des sources végétales, et là aussi c'est des mauvaises informations. Il y en a dans les algues, sauf que dans les algues, elle n'est pas assimilable, elle n'est pas utilisable par l'organisme. Donc oui, il y a de la B12 dans les algues, mais ce n'est pas une B12 qu'on peut utiliser, donc ça ne compte pas. D'accord. Et je veux dire, ce rejet de la viande aujourd'hui, on sait, c'est lié à toute une série d'informations plus ou moins tronquées. Mais est-ce qu'on pourrait aussi le justifier ou l'évoquer à travers le goût ? Est-ce que le goût de la viande a évolué ? Est-ce qu'il est plus fort aujourd'hui, moins fort aujourd'hui ? Alors ça, c'est vous l'expert sur le goût. Je ne sais pas si le goût, si c'est le facteur le plus important. Alors ça dépend aussi de l'aspect qualité de la viande probablement. Mais je pense que le dégoût que l'on voit, ça s'explique par plusieurs facteurs. Il y a notamment la déconnexion de son alimentation, de l'origine des aliments, il y a la souffrance animale, il y a énormément de débats. Vous savez, il suffit qu'on rapporte quelques images horribles de scènes qui se sont passées dans les abattoirs et qui sont véridiques et qui font dénoncer et qui vont probablement aider à faire changer les choses. Pour traumatiser quelqu'un, c'est traumatisant de voir ce qui peut se passer quand on a l'habitude de voir des charcuteries dans un paquet en plastique bien propre, bien aseptisé, et puis à un moment on réalise que derrière il y a un animal qu'il faut tuer. Donc c'est quelque chose qu'on n'apprend plus, qu'on ne voit plus dans son entourage, donc surtout dans les milieux urbains où on est particulièrement déconnecté. Donc on s'émeut vite aussi de toute une série de choses. Et puis il y a un phénomène aussi qui est bien connu, c'est chez les jeunes filles à l'apparition de la puberté et des premières règles. Tout ce qui est sanguinolent provoque un certain dégoût, et c'est le cas de la viande rouge. Et donc il y a beaucoup de jeunes filles qui deviennent végétariennes à partir des premières règles pour cette raison-là. Ah, d'accord, c'est dingue ça comme truc. Oui, il y a toute la dimension psycho, socio-culturelle qui intervient. Alors que le fer, comme tu l'as dit juste avant, c'est nécessaire. Et oui, le fer de la femmes, viande est utile. Et il n'y a pas que ça, il y a d'autres nutriments. Alors maintenant, depuis le Covid, on parle beaucoup du zinc et les gens se ruent dans les pharmacies pour acheter du zinc. La viande est un aliment riche en zinc. Et on y trouve même du sélénium, qui est un antioxydant dont on pense aussi qu'il pourrait être intéressant pour la protection contre certaines réactions qui conduisent à certains cancers. C'est aussi une des meilleures sources de sélénium, avec l'exception qui est la noix du Brésil, qui est une curiosité. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est juste cette noix-là. Il y a un truc qui est fascinant, c'est que dans la société actuelle urbaine, dans l'Europe occidentale, la viande est décriée. À côté de ça, il y a des restaurants à viande, comme celui dans lequel nous sommes. Et alors, ce qui est encore plus étonnant, c'est que dans ces restaurants à viande, on a très peu de viande locale. On a des viandes qui viennent d'Espagne, qui viennent d'Argentine, d'Uruguay, du Brésil. Et donc les gens se ruent là-dessus en se disant « Wow, c'est magnifique !»
Mais là, c'est clairement un manque d'information parce que, vous savez, on voit ça aussi dans ce qu'on appelle les superfoods, c'est-à-dire des aliments que l'on considère comme investis de pouvoir nutritionnel hors pair, les baies de goji, les cranberries, le chou kale, l'huile de coco. Et en fait, dans tout le point commun de tous ces superfoods, c'est le côté exotique. Et c'est qu'en fait, ça vient de pays où, déjà, l'espérance de vie est souvent pas aussi élevée que chez nous, mais sous prétexte que ça vient d'Amazonie ou autre. Et on a un peu le même phénomène avec les viandes maturées qui viennent d'Argentine, etc., qui sont des viandes d'animaux qui sont élevées avec des critères qui sont pas du tout aussi importants et qualitatifs qu'en Europe. Et je crois que c'est par manque d'information, parce que si on explique que ces viandes-là, oui, quand on vous dit que 1 kilo de viande de bœuf, ça nécessite 15 000 litres d'eau, ça c'est valable en théorie. Si on fait l'équation avec une viande qu'on élève sur un parking bitumé, qui n'a rien à boire, il faut acheminer à boire, il faut consacrer de l'eau potable pour faire pousser du maïs OGM qui va servir à engraisser la bête sous le soleil. Donc à ce moment-là, oui. Si on est dans un modèle, comme c'est le cas la plupart du temps en Wallonie, où la plupart des animaux sont en prairie, sont nourris à l'herbe, pas besoin de soja OGM, l'eau elle tombe du ciel la plupart du temps, regardez aujourd'hui. Donc c'est pas du tout le même cas de figure. Et là, on arrive à entre 50 et maximum 500 litres d'eau par kilo. Donc vous voyez, dans les informations qui circulent, évidemment, le 15 000 litres est bien plus interpellant et suffit. Ça suffit pour certains à se dire bah oui, non, c'est vrai, c'est hallucinant. Insensé. Ma belle-fille, l'an dernier, lors de ses examens, avait une question en classe sur ce fameux 15 000 litres au kilo. Et tu as juste envie de te lever, d'aller gifler le prof en lui disant toute la propagande qui est distillée par des organisations anti n'est pas forcément vrai, et il faudrait pouvoir retrouver son libre arbitre, mais les gens manquent d'informations terriblement et surtout ne veulent pas entendre une information contradictoire, parce que l'idée c'est que tout est influencé par des lobbies et qui eux donnent une vérité on va dire alternative, pour ne pas dire un joli mensonge. Or dans la viande on le constate aujourd'hui, je vais dire ce chiffre qui tourne aux environs des 200-250 litres en Wallonie au kilo, il est inférieur au nombre de litres d'eau qu'il faut pour produire 2 avocats ou 1 kilo d'amandes pour faire du lait d'amande. Tout à fait, oui, absolument. C'est un manque d'information tout simplement, et voilà, il y a du travail, mais on peut y arriver. Mais la viande qui est produite de manière locale et en prairie, qui est finalement qui a un modèle qui est défendable, souffre de certaines réalités, d'autres modes de production qui finalement occultent le fait qu'il n'y a pas une viande, il y a des viandes, il y a des systèmes de production, et il faut s'intéresser à l'origine de ce qu'on mange. Est-ce que ça ne souffre pas la proximité ne souffre-t-elle pas d'être de proximité ? Si, parce que ce qui est local est banal. Et c'est pour ça que les superfoods fonctionnent bien. Il y a toujours ce côté, regardez l'huile de coco. L'huile de coco, pour un nutritionniste que je suis, c'est une aberration. C'est une aberration. C'est encore. Alors on dit que le beurre c'est pas bon, mais là je peux vous dire que c'est encore moins bon que le beurre, parce qu'il y a plus d'acides gras saturés hétérogènes dans l'huile de coco que dans le beurre. Or, tous les food bloggers ne jurent que par l'huile de coco en ce moment, qui vient de loin, qui est bourrée d'acides gras saturés, mais c'est tendance, parce que c'est exotique. Et il y a beaucoup d'aliments comme ça qui viennent. C'est encore pire que la margarine, quoi. Oui, alors la margarine, je crois qu'aujourd'hui ça va, mais les margarines des années 80-90, on s'est rendu compte aussi que ce n'était pas la panacée. Il y avait des graisses hydrogénées, des acides gras trans, dont on a pu voir qu'ils avaient des effets extrêmement néfastes sur la santé. C'est agréable d'entendre tout ça quand même. C'est juste envie de mourir après ça. Moi, c'est un truc. Non, mais alors, si on est ici pour parler de la viande, heureusement, on n'est pas comme d'autres espèces animales qui peuvent se contenter d'un seul aliment. Nous, on mange des aliments. Et donc, c'est toujours intéressant de voir ce qu'il y a. Ok, si on mange de la viande, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a quand même beaucoup de bonnes nouvelles en nutrition. C'est-à-dire que
En fait, les aliments, on peut les répartir en fonction de ce qui va permettre de gagner éventuellement des années de vie en bonne santé. Et là, les végétaux, je parle des végétaux, pas de certaines alternatives végétales à la viande qui sont faites à base d'hydrolysat, de protéines de soja, de carboxyméthylcellulose et d'autres additifs, arômes de fumée, etc. avec une liste qui atteint 20 ingrédients pour quelque chose qui remplace la viande qui contient finalement un seul ingrédient. Mais fruits et légumes, céréales complètes, légumineuses, fruits à coque et graines, si on pense à répartir ces aliments dans une journée au quotidien, même si la consommation de viande est associée à des effets néfastes, ils sont plus que rattrapés avec les avantages santé que procure le fait d'accompagner sa viande de légumes, de ne pas consommer que des produits céréaliers raffinés, mais penser à des produits céréaliers complets, que ce soit du pain ou autre. Penser aux légumineuses. En fait, le vrai problème de l'alimentaire, c'est les opérations que l'on induit après. Et donc, dès qu'on est sur des trucs hyper raffinés, hyper transformés, ce qu'il faut, c'est revenir à des trucs plus bruts, en fait. Voilà, c'est un des grands débats aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les aliments ultra transformés. Donc, ce sont des aliments qui généralement sont gras, sucrés, salés, des aliments industriels qui ont une longue liste d'ingrédients. Vous voyez, vous regardez la liste d'ingrédients, vous dites, ouh là là, ça n'en finit plus, qui renferment des additifs. Et la consommation d'aliments ultra transformés est associée à toute une série de problèmes de santé, obésité, diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, cancer. Et donc, on a maintenant dans les recommandations de plusieurs pays, dont la Belgique, dont la France, dont le Brésil, une recommandation qui invite à limiter la consommation d'aliments ultra transformés. Et le meilleur moyen de limiter la consommation d'aliments ultra transformés, c'est de les transformer soi-même à la maison. Donc c'est de cuisiner, c'est de préparer, c'est d'acheter brut et de garder la main mise sur ce que va devenir la préparation. Même économiquement, c'est plus intéressant. Ah bien sûr, c'est plus intéressant. Alors là, ça dépend des préparations, parce qu'on a malheureusement dans le côté industriel fait que le sucre, le gras, est extrêmement bon marché en termes de sources de calories. Se nourrir de chips et de boissons sucrées, c'est extrêmement rentable en termes de coût de la calorie. Ça va vous coûter en fait relativement bon marché pour avoir beaucoup de calories. Et donc c'est un problème, c'est que c'est le coût de l'alimentation. C'est que, oui, je parle des végétaux, on parle de viande de qualité, tout ça a un coût. Maintenant, c'est clair que si on prépare ces aliments soi-même, ça revient de toute façon moins cher que si c'est quelqu'un d'autre qui les prépare. Parce que ça, c'est aussi un autre phénomène, c'est la consommation de plats préparés, les livraisons qui sont de plus en plus fréquentes, où finalement c'est le signe qu'aujourd'hui les gens regardent les émissions de cuisine à la télé, mais ne sont plus dans les cuisines. Mais tout à fait, moi j'appelle ça la Jean-Perpernoïsation. Voilà. On en parle et ça n'existe plus en fait. Mais manger sain, au final, si on prend que des produits bruts, donc des légumes simples comme carottes, une fois de temps en temps, 2 fois de la viande par semaine, ça ne coûte pas plus cher. Non, ça coûte pas plus cher. Ça coûte pas plus cher parce que souvent les gens qui disent oui, mais bien manger, ça coûte cher. Alors c'est vrai que si on prend la viande, c'est un poste cher, mais tant mieux si ça peut inciter à ne pas surconsommer de la viande, à en consommer peut-être un peu moins. Et de meilleure qualité. Et à la savourer, à prendre le temps de la savourer et pas l'avaler goulûment en se disant c'est la quantité qui fait la qualité. Vous savez qu'en plus, quand on mange, la première bouchée est toujours meilleure que la deuxième, qui est toujours meilleure que la troisième, qui est toujours meilleure que la quatrième. Faites attention la prochaine fois que vous mangez, vous verrez. Et c'est heureusement que c'est comme ça, parce que c'est ce qui fait qu'à un moment, on arrête de manger. Parce que si ce n'était pas le cas, on mangerait tout le temps. Et ça arrive dans certains troubles du comportement alimentaire d'ailleurs. C'est ce système qui n'est pas efficace et qui fait que certaines personnes commencent la tablette de chocolat et avalent toute la tablette de chocolat. Alors que si vous faites attention, vous verrez que la fin de la tablette de chocolat ne sera plus aussi bonne. Elle ne vous procurera plus le même plaisir. Et c'est comme ça pour tous les aliments. Mais donc en fait, la clé de la problématique alimentaire, elle tient aussi au fait de prendre le temps de manger, prendre le temps de cuisiner, de se réapproprier le plaisir de tout ça. Alors tout à fait, on s'est peut-être trop longtemps focalisé sur ce que l'on mange, mais ce que l'on mange c'est important, et puis il y a la façon dont on le mange, c'est-à-dire tout ce qui entoure le comportement alimentaire, la rapidité avec laquelle on consomme.
On parle beaucoup du fast-food, mais le problème du fast-food, c'est pas que l'offre du fast-food, c'est le fast-eat aussi, c'est le fait qu'on mange très vite et que tout est mou, mâchouillé, qu'on peut se resservir, que c'est des calories liquides, molles. Est-ce que le mou, parce qu'aujourd'hui on est dans une culture du mou dans l'alimentaire, est-ce que le mou est problématique d'un point de vue diététique? Oui, le mou devient problématique parce que on sait que les calories ingérées sous forme liquide sont nettement moins bien régulées que les calories qu'il faut mâcher. En d'autres termes, la mastication, le seul fait de mastiquer, va favoriser un état de satiété plus important et va vous permettre de rester dans un état de non-faim pendant plus longtemps que si la même quantité de calories est ingérée sous forme liquide. Mais ma grand-mère disait ça, hein, il faut mastiquer 7 fois. Il faut mâcher 7 fois avant d'avaler. Oh, bien plus même. Ça aide à digérer. Ça dépend, mais il faut... Oui. Alors c'est clair que ça aide à digérer. Alors pour la viande, c'est moins le cas parce que la viande, elle est digérée dans l'estomac, on a de l'acide chlorhydrique et ça ne va pas changer énormément. Mais pour les céréales, par exemple, c'est très important, ou pour le pain. Si vous ne mâchez pas suffisamment, vous allez moins bien digérer l'amidon qui va plus fermenter et voilà, vous serez plus ballonné. Le pain, on arrive au petit déjeuner. L'importance du petit déjeuner, c'est fondamental, on peut s'en passer. Je remettrai un petit peu les points sur les i par rapport à ce qu'on a dit pendant des années. C'est le repas le plus important de la journée. Non, ce n'est pas le repas le plus important de la journée. Mais c'est un repas qui a son utilité, pas tellement par le fait qu'il faut absolument manger le matin, mais du fait que lorsqu'on mange le matin, on constate que l'énergie globale de la journée est mieux répartie avec une consommation qui est plus faible le soir par rapport à ceux qui ne mangent pas le matin et qui ont tendance à manger plus le soir. Et ça, c'est un schéma qui est moins favorable à la gestion du poids notamment. Qu'une énergie qui est mieux distribuée au cours de la journée. Et qu'est-ce qui fait maigrir vraiment alors? C'est un truc qui m'intéresse particulièrement. C'est pour un ami. C'est pour un ami, c'est un truc... Mais c'est changer de manière durable ses habitudes en trouvant l'équilibre entre arriver à réduire les calories sans augmenter les frustrations. Ça suppose d'avoir une alimentation qui est plus... dilué en termes d'énergie, donc concrètement c'est plus de légumes, de crudités, même de fruits, hein, plutôt que de smoothies et de jus, mais d'aliments qu'il faut mâcher, sans supprimer quoi que ce soit, hein, sans supprimer tout ce qu'on aime, être beaucoup plus à l'écoute des signaux que l'on peut percevoir de la nourriture, c'est-à-dire que manger, ça doit être un plaisir. Et pour profiter de ce plaisir, il faut être à l'écoute, il faut être disponible. Le cerveau doit être disponible. On ne prend pas plaisir en mangeant devant la télé, devant son smartphone. On peut avoir l'impression que c'est bon, c'est agréable parce que notre cerveau est toujours content quand il reçoit des calories. Mais finalement, on se rend compte que ça y est, j'ai fini mon sandwich ou j'ai fini mon repas. Et tiens, j'ai avalé ça en 8 minutes, je ne m'en suis même pas rendu compte. Et je n'ai pas vraiment pris de plaisir. Donc chez Nicolas Hugenbulk, à table... On mange à table. Voilà, on mange à table. On n'allume pas la télé. Voilà, on dépose ses couverts de temps en temps. Hein, on mange pas, c'est pas une course. On parle, on échange et éventuellement on commente. Hein, on commente la nourriture. Ça c'est très important avec les enfants aussi, pour qu'ils se familiarisent avec tout ce qu'ils n'aiment pas au début, à savoir les légumes, surtout les légumes amers, et qui petit à petit finit par faire partie du répertoire. Donc non, ce qui fait maigrir, bon déjà, il n'y a pas de formule miracle. Hein, tous les régimes ou compléments alimentaires qui sont présentés comme étant magnifiques pour vous assécher, perdre du poids, de tout ça, il n'y a rien qui marche. C'est que adopter une vitesse de croisière avec un bon équilibre alimentaire, voilà, où on peut manger moins calorique tout en continuant à prendre du plaisir. Et alors évidemment, il y a la dimension sédentarité, lutte contre la sédentarité. Donc c'est pas qu'une question de sport ou d'activité physique, c'est vraiment s'arracher à sa sédentarité. Donc ça peut être faire du sport, mais ça peut être tout simplement être actif au quotidien, téléphoner debout plutôt que de téléphoner assis et de faire tout assis toute la journée, 8 à 10 heures par jour. Tu as droit à encore une dernière question, Cass. Du coup, ça veut dire que toutes les pauses du midi, souvent dans le monde du travail, c'est souvent une demi-heure, c'est clairement pas assez.
Alors, pour bien avoir leur mais repas souvent, de la midi, pause de midi, alors je dirais que c'est pas tellement le problème, n'est pas tellement la demi-heure, parce qu'en une demi-heure, on peut manger et être à l'écoute et être attentif à ce qu'on mange. Mais c'est rarement le cas dans le monde du travail, parce qu'on est pressé, parce qu'on a l'impression que la pause midi, c'est une perte de temps. Beaucoup de personnes préfèrent partir plus tôt et prendre moins de temps à midi. Et que donc certaines vont jusqu'à manger devant leur ordinateur en se disant je gagne du temps, je gagne du temps. Mais au global, je suis perdant parce qu'en termes de comportement alimentaire, à terme, c'est pas propice à la gestion du poids, c'est tout le contraire. C'est que probablement qu'on aura du mal à ne pas manger jusqu'au repas du soir et que les prises de nourriture entre les repas sont celles qui sont généralement les moins intéressantes du point de vue de la nutrition, riches en calories, en sucre, etc. Dernière question. On dit OK pour le bœuf alors. On arrête de jeter haro. Oui, on dit OK pour le bœuf. Alors, pour ceux qui aiment ça, en veillant quand même aux quantités consommées et à la fréquence de consommation, et surtout en choisissant aussi une viande plutôt de qualité, donc de préférence locale par rapport à l'endroit où on se trouve sur la planète. Tout est dit. Hein. Et donc, j'ai retenu un truc. On retient la recommandation de l'OCDE, 500 grammes par semaine, plutôt que la belge. De l'OMS. Oui. Plus de 500 grammes plutôt que 300. On peut se baser là-dessus. C'est quand même une instance qui a autorité et dont les recommandations ne sont pas basées sur n'importe quoi. Donc ça a du sens. Donc on peut s'accommoder de ça. Remarque que l'OMS a engagé Maggie Debloc comme expert pour la prévention des pandémies. Donc je me méfie quand même un peu. Merci beaucoup, Nicolas. Merci. Avec plaisir. Merci, Cassandre. De rien. À bientôt. À bientôt. Au revoir.